Dans le cadre de notre visite dans la municipalité d'Irlande, nous rencontrons également aujourd'hui Mme Aude Fournier afin de discuter avec elle de la réalité de la municipalité et des nombreuses activités qui s'y déroulent. Elle, qui est conseillère municipale, œuvre également à l'organisme Vert Irlande, lequel œuvre depuis 2004 à la mise en place d'activités culturelles innovantes, ainsi qu'à la protection du site patrimonial Holy Trinity, à la protection du territoire naturel et à la mise en valeur de ses ressources, sans compter la promotion du développement régional et touristique. Nous allons discuter avec elle de vie culturelle et sociale, de patrimoine, d'activités musicales et de visites historiques, et ainsi qu'un tout nouveau projet, La Route Bleue. D'abord, bonjour Aude. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien. Parfait. Pour débuter, côté vie culturelle et sociale, comment décririez-vous l'atmosphère culturelle et sociale de votre municipalité? Bien, ici, on a une petite municipalité, on est 900 habitants environ, mais c'est assez surprenant ce qu'on peut trouver comme activité pour une aussi petite municipalité. La vie culturelle tourne beaucoup ici autour du site patrimonial Holy Trinity, qui est un site exceptionnel au niveau du patrimoine bâti, qui permet vraiment d'accueillir des activités très diversifiées, des spectacles, un camp musical, des visites historiques, tout ça. Donc, en ayant ce site-là qui est au cœur de notre municipalité, c'est vraiment favorable à une vie culturelle active. Donc, depuis 2004, on a un organisme local qui s'appelle Vert Irlande, qui œuvre notamment à l'animation culturelle et sociale de la municipalité d'Irlande à travers plusieurs activités qu'on pourrait explorer tout à l'heure. Donc, notre vie culturelle est bien dynamique. Ça se passe surtout l'été. Nous, l'hiver, on fait relâche, là. Parce que le site est simplement pas accessible l'hiver. Ouais. Donc, c'est fermé l'hiver, c'est pas chauffé. Puis, à partir du printemps, là, de la mi-mai, on commence à recevoir des activités culturelles sur ce beau site-là. OK. Qui sont beaucoup musicales, mais il y a aussi, je pense, le Festival d'Irlande. Oui, exactement. La fête d'Irlande, je m'excuse. L'église a une acoustique, c'est une vieille église anglicane qui date de 1902, qui a une acoustique assez exceptionnelle, qui est très appréciée par les artistes. Donc, c'est pour ça que ça tourne beaucoup autour des spectacles. On a une petite programmation musicale là, avec 3 spectacles par été, environ 1 par mois, puis on arrête au mois de juillet. Et tout ça, bien, c'est aussi intercalé par la Fête d'Irlande, qui est notre festival local, notre petit festival communautaire. Il faut savoir qu'ici, à Irlande, on n'a pas de noyau villageois. Ouais. Donc, c'est ce qu'on a discuté justement avec le maire aussi, ce qu'il nous racontait. Regarde, il dit, à part la mairie, justement, ce petit secteur-là, il n'y a pas vraiment de noyau, effectivement. Là. Non, exactement. Donc, pas de noyau villageois, dit les citoyens ne se croisent pas, se rencontrent pas à l'épicerie, au dépanneur. Donc, nous, c'était un peu l'objectif derrière la création de Vert Irlande, de créer du lien autour de la culture, des occasions de se réunir, puis de se rencontrer, puis de se connaître. Parce que s'il n'y avait pas ça, finalement... on se verrait à peu près pas là, à Irlande, sauf peut-être des fois en canot sur la rivière. Quelles sont donc les principales manifestations culturelles ou fêtes, festivals, comme on disait, qui ont lieu dans la municipalité tout au long, principalement l'été? Oui. Bien, la saison s'ouvre à la mi-mai. On ouvre avec toujours un spectacle vers la mi-mai, fin mai. Ensuite, bien, c'est ça, il va y avoir 2 ou 3 spectacles pendant la saison culturelle. On essaie d'avoir des artistes quand même de renom, des artistes émergents aussi. Donc, on a toujours une programmation musicale assez variée. On touche à tous les styles. Nous, c'est ça, notre philosophie, c'est la découverte musicale. Donc, on veut vraiment que les gens explorent des nouveaux styles musicaux. Donc, on flirte des fois avec la musique du monde. Des fois, ça va être du jazz. Des fois, ça peut être du rock. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais nous, on est très ouverts d'esprit là, au niveau des styles musicaux. Ce qu'on cherche avant tout, c'est de la qualité. Puis des artistes ouverts à se déplacer dans le petit milieu que nous sommes, des fois en formule réduite ou formule un peu différente de ce qu'ils vont faire dans les grandes salles.
Donc, on a reçu des artistes très diversifiés. On parlait des Lost Fingers tout à l'heure qui sont venus jouer ici. On a reçu des artistes comme Florent Volant, un grand artiste autochtone, la Fanfare Pourpour, qui a ses quartiers généraux tout près d'ici, qui vient jouer régulièrement à la petite église Holy Trinity. Donc, on a tout un réseau d'artistes qui s'est créé au fil du temps là, autour de l'église, qui nous permet de assez facilement trouver des groupes là, qui sont prêts à venir chaque année. Est-ce que vous aviez commencé dès 2004 des concerts comme ça? Oui, bien en fait, Vertirland est né à la suite d'une lutte environnementale. C'est pour ça que ça s'appelle Vertirland, mais pour la sauvegarde de l'eau. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment un coin de verdure incroyable. Ah oui, clairement. Donc, ça porte très bien son nom encore aujourd'hui, là, même si on est plus au niveau de la culture aujourd'hui. Puis après cette lutte-là, bien, les gens ont décidé de transformer cette énergie-là pour maintenir la vie culturelle, sociale de la municipalité, puis le tissu social. Donc oui, on a un organisme qui est toujours bien vivant aujourd'hui, mais qui a quand même une longue histoire. On fêtait le 20e anniversaire là, cette année. Oui, c'est ça. Oui, l'an dernier. Donc, voilà, on parlait des spectacles. C'est sûr, c'est le cœur de notre programmation culturelle, là, ces spectacles-là. Ensuite, il y a la Fête d'Irlande qui a toujours lieu le 2e dimanche du mois d'août. Nous, on aime les formules courtes et simples, donc on fait ça une après-midi de temps. Okay. Un après-midi condensé dans lequel il se passe vraiment beaucoup de choses sur le site patrimonial qui devient très, très animé, avec du cirque, des spectacles. On a toujours la finale aussi du camp musical là, qui se déroule la semaine précédente, qui présente aussi leur spectacle. Cette année, on a accueilli la première édition d'un concours de menterie qui a été vraiment très apprécié par les citoyens. Ça sort de l'ordinaire, mais c'était vraiment génial. C'était animé par une personne native de Black Lake, Dominique Deslongchamps, une conteuse professionnelle qui a accompagné quatre citoyennes d'Irlande qui se sont prêtés au jeu là, d'inventer une histoire fondée sur une partie de réalité, parce que c'est ça, une menterie, hein, c'est fondé sur Il y a une partie qui est réelle, qui s'est réellement passée, mais à un moment donné, l'histoire tord et nous fait voyager un peu dans l'imaginaire. Donc, ça a été vraiment apprécié par les citoyens. L'Église était pleine pour ça aussi à la Fête d'Irlande. C'est un autre exemple de votre originalité, au fond, au niveau de Vertirland, là. Pas juste les spectacles. Les spectacles, j'ai toujours trouvé que c'était des artistes qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs non plus, ou fort peu, finalement. Oui. Puis c'est ça que j'ai toujours admiré de mon côté, c'est l'originalité de votre programmation et de vos activités. On a beaucoup de plaisir à imaginer nos activités. Ça, c'est pas. Fait que les gens ont aussi beaucoup de plaisir à y participer. Oui. Justement, comment la communauté participe-t-elle à la vie culturelle et sociale? Bien, on a un bon noyau de citoyens et citoyennes d'Irlande qui sont fidèles à nos événements, qui sont là pratiquement à tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment toujours sympathique. Il y a des gens qui viennent de façon plus ponctuelle aussi, selon les groupes de musique qui viennent. Mais j'imagine que le rayonnement déborde un peu. Mais ça déborde beaucoup de la municipalité, oui, effectivement. C'est sûr qu'on ne pourrait pas juste vivre avec les gens de l'extérieur. Pour qu'un organisme comme celui-là vive, il faut un engagement, une implication citoyenne aussi. Beaucoup de bénévolat. Puis ça, bien, on est chanceux là, d'avoir cette force-là ici dans la communauté là, qui s'est bâtie au fil du temps. Mais c'est toujours à renouveler. Il faut alimenter la flamme. Puis faut rajeunir aussi. Il faut aller chercher les jeunes pour qu'ils s'impliquent dans l'organisme, qu'ils créent des événements à leur couleur aussi. Il faut en avoir pour tous les goûts, au fond. Il faut en avoir pour tous les goûts, puis il faut toujours penser à la relève de l'organisme. Parce qu'il ne faut pas que ça soit juste porté par une personne, il faut que ça soit collectif. Et c'est le défi, des fois, des organismes. Mais nous, on a vraiment la chance d'avoir une équipe très engagée là, autour de la programmation puis des activités culturelles de Vertirland. C'est très bien. Au niveau du patrimoine, les principales caractéristiques du patrimoine historique et culturel d'Irlande, ce serait quoi? Bien, Irlande, mine de rien, si on recule au 19e siècle, c'était un carrefour très important. Donc, c'était pas mal au cœur du développement pré-industriel là, de la région ici. Donc, on était à la croisée des chemins Craig et Gosford, à Irlande, donc juste en bas de l'église Holy Trinity. C'est là que se rencontrent ces deux routes importantes de la colonisation du sud du Québec.
Ce qui fait qu'Irlande a une histoire très, très riche et c'est un lieu assez unique là, au côté du point de vue historique. C'est une communauté qui a accueilli au fil du temps une diversité de populations aussi. Les Abénakis, d'abord, qui occupaient le territoire, qui utilisaient la Bécancour pour voyager jusqu'aux États-Unis, littéralement, puis occuper le territoire. Ensuite, les cantons, tout le développement des cantons, avec l'arrivée successive de différentes populations. Ici, on dit que la municipalité est associée à l'arrivée de Amos Hall en 1807, qui est un Américain qui s'est établi ici, là, juste en bas, près de la rivière Bécancour. Et qui a contribué vraiment au développement du premier hameau villageois ici à Irlande, qui était Maple Grove, qui a cédé un de ses terrains pour la construction de l'église Holy Trinity, qui a été construite en 1839. Cette église-là, elle a été ensuite démolie un peu plus tard parce que les fondations n'étaient pas assez solides, puis elle a été rebâtie en 1902. C'est une très, très belle église. Confession anglicane, mais qui a accueilli une diversité aussi de confessions religieuses au fil du temps. Avec la diminution des populations anglophones au fil des années, les différentes confessions se sont rassemblées dans ce lieu-là, qu'on appelait d'ailleurs la mitaine. La mitaine? Les francophones l'appelaient la mitaine, ça veut dire le meeting house. On déformait le mot meeting pour mitaine, ce qui signifiait le lieu de rencontre. Puis effectivement, ça a joué rôle de rassembler plusieurs confessions religieuses différentes là, au sein de ce lieu-là, qui est vraiment magnifique et et intact, là, tout en bois à l'intérieur, avec les vitraux aussi qui sont très, très beaux, une belle luminosité, une acoustique exceptionnelle. Donc, un site historique très intéressant. Puis juste à côté de l'église, il y a le manoir d'Irlande, qui est l'ancien presbytère de l'Église, qui sert aujourd'hui de gîte, puis qui offre une très bonne tablée également, là, qui est tenue par Muriel et Philippe, qui gèrent aussi les locations de l'Église Holy Trinity. Donc, c'était un lieu de regroupement, et c'est toujours un lieu de regroupement. Oui, clairement. Ça a changé de vocation un peu, mais c'est resté quand même un endroit propice pour ça. Oui. Au niveau des activités musicales, quelles sont les principales activités que vous avez dans la municipalité? Bien, au niveau de la musique, c'est beaucoup les spectacles, comme je disais tout à l'heure, 3 spectacles environ par saison. On essaye de s'arrimer avec les autres salles aussi qu'il y a sur le territoire pour éviter d'avoir les mêmes artistes qui viennent. Et puis, on a le camp musical aussi, qui est une activité qui se tient toujours au début août, juste avant la fête d'Irlande, qui est un camp musical qu'on a mis sur pied il y a 5 ans et qui rassemble une vingtaine de jeunes chaque année là, pendant une semaine en formule 40 jours, qui viennent vivre une expérience musicale et artistique, parce qu'il y a toujours d'autres formes d'art aussi qui s'allient à l'expérience. Puis c'est vraiment un camp assez original où les jeunes ont beaucoup de liberté aussi pour créer. Oui, c'est hors de l'ordinaire quand même aussi. Un petit côté anarchique derrière tout ça qui donne une touche vraiment conviviale dans laquelle aussi les parents s'impliquent beaucoup pour la tenue du camp. Fait que c'est très, très intéressant. On a exploré toutes sortes de formes d'art au fil des années. Il y a des camps musique et marionnettes, il y avait des camps musique et danse. Donc, l'an passé, c'était musique et un peu théâtre, art du cabaret, art de la scène, tout ça. Fait qu'on on fait découvrir aux jeunes leur talent puis toutes les différentes formes d'art dans lesquelles ils peuvent s'épanouir. Oui, vous les amenez probablement à découvrir des choses qu'ils n'auraient pas pu découvrir autrement. Non, c'est ça. Oui. OK. Ouais. Pour ce qui est du projet de la Route bleue, ça m'intrigue beaucoup. J'aimerais savoir en quoi cela consiste. Oui, en fait, c'est un projet qui a été dévoilé, annoncé récemment par l'organisme Grosbec, qui est porteur de ce projet-là, donc le groupe de protection là, des bassins versants ici. C'est un projet sur lequel on travaille depuis longtemps, qui est une façon de faire découvrir la rivière Bécancour autrement, puis de
sensibiliser les gens à l'importance de la protéger puis d'en prendre soin. C'est le cours d'eau qui traverse notre MRC, notre région, qui se rend jusqu'au fleuve et qui est malheureusement très pollué, mais pour laquelle il y a des efforts importants qui sont faits en ce moment par différentes municipalités, notamment Thetford. Et on pense qu'en faisant en sorte que les gens l'utilisent plus, ça aille plus sur l'eau, bien, ils vont avoir davantage le goût d'en prendre soin puis de la protéger parce qu'ils vont s'y attacher. Donc, il y a de quoi s'y attacher, effectivement. C'est un écosystème extrêmement riche, diversifié en faune, en flore. L'organisme Gros Bec, en collaboration avec vraiment beaucoup de partenaires, dont Canot-Kayak Québec, qui chapeaute aussi le projet, ont initié ce projet-là de route bleue qui vise à permettre aux gens de pagayer la rivière Bécancour de façon sécuritaire et durable aussi, en assurant la protection du milieu également. Donc, un parcours de, je me souviens pas combien de kilomètres, là, je pense près de 70 kilomètres de canot ou kayak pour se rendre jusqu'au fleuve, qui démarre à Irlande. Donc, le point de départ de la route bleue va être à Irlande, à la rivière aux Pins, pont à cheville. C'est déjà un secteur qui est très achalandé par les pagayeurs, mais là, ça va être, l'expérience va juste être améliorée, plus sécuritaire aussi, avec des lieux de mise à l'eau mieux aménagés, une cartographie aussi précise de la rivière avec les sites de portage, des mises à l'eau, des espaces pour des débarcadères pour les gens qui arrivent avec leurs embarcations, une cartographie précise de la rivière avec les sites où il y a des rapides, des chutes, des portages à faire. Les sites de camping aussi qui vont être répertoriés. Donc, je pense que ça va apporter... ça va venir consolider un projet qui est déjà... Les gens utilisent déjà la rivière ici à Irlande. C'est probablement le secteur qui est le plus pagayé. Déjà. Okay. Qui est très intéressant parce qu'il n'y a aucune embarcation motorisée qui peut se rendre là. C'est pas accessible là, pour les moteurs. Donc, ça va juste rendre l'expérience plus sécuritaire. Ça va permettre de régler certains irritants aussi, peut-être avec les citoyens, en lien avec le stationnement, tout ça. Donc, c'est un projet qu'on a très hâte de voir naître cet été. Effectivement. C'est vraiment très intéressant. Oui, vous, je connaissais pas vraiment la route bleue, mais alors là, pas du tout. Lorsqu'on s'est jasé l'autre jour, je me disais, mon Dieu, que ça a l'air palpitant de ce côté-là. C'est l'équivalent de la route verte en vélo. Oui, effectivement. Pour les canots-kayaks. Aussi, quels sont les défis auxquels fait face la vie culturelle de la municipalité? Oui, bien, des défis, il y en a toujours, évidemment. Le principal défi, c'est le financement, toujours. C'est d'aller chercher un financement qui permet de faire les projets qu'on a le goût de réaliser. Heureusement, on peut compter sur le soutien de la MRC, là, et le Fonds culturel de la MRC des Appalaches, qui nous permet de faire des projets à Irlande, puis d'autres fonds qu'on réussit à aller chercher, mais ça demande beaucoup de travail pour aller chercher ces enveloppes-là. Au niveau des spectacles aussi, c'est des défis. Depuis la pandémie, tous les coûts ont augmenté. Donc, d'offrir des spectacles abordables aux citoyens et citoyennes, c'est un défi. Si on monte trop les prix, les gens ne viennent pas. Mais si on ne les monte pas assez, bien là, on n'est pas capable de payer notre technicien ou les artistes adéquatement. Donc, trouver le juste milieu qui permet d'avoir des spectacles abordables, qui incite les gens à venir, mais en même temps qui permet de bien rémunérer les artistes, les techniciens, puis tout ce qu'il faut pour tenir un spectacle. Toute l'équipe, finalement, qui est nécessaire. Oui, ça, c'est un défi, là, parce que les coûts ont quand même augmenté beaucoup. Sinon, on est dans un vieux site qui a besoin de beaucoup d'amour aussi. Donc, l'église Holy Trinity, il y a un bon coup qui a été donné sur l'église au tournant des années 2000 là, pour la sauver. Mais là, les travaux de réfection qui ont été faits. Oui, c'est ça, mais il ne faut pas perdre le fil, il ne faut pas perdre le rythme de ces travaux-là. Donc, on essaie avec la municipalité de trouver des stratégies pour faire des travaux de réfection réguliers, là, pour ne pas, à un moment donné, perdre le fil et puis que ça devienne des travaux trop grands. Donc, il faut sensibiliser constamment les élus, la communauté à l'importance de
de ce site-là pour qu'ils croient en l'importance d'investir. Site patrimonial et site d'importance pour la municipalité. Oui, c'est ça, exactement. Quels sont les projets en développement de votre côté? On a eu une grosse année, 2024, c'était notre 20e. On a réalisé un gros projet de luminaire. On a mis un nouvel éclairage dans l'église. Ça a été un projet qui a demandé beaucoup d'énergie. Fait que je pense que l'année 2025 va être un petit peu plus tranquille de notre côté, du côté de Vertirlande. On va tenir notre programmation de spectacles comme d'habitude. La fête d'Irlande, le camp musical, mais je pense qu'on va se limiter à ça cette année avec peut-être moins de projets d'investissement ou des projets de grande envergure pour notre municipalité. Donc, on va se permettre une petite année un peu plus conventionnelle cette année, mais tout en ayant des bons spectacles comme d'habitude, puis une fête d'Irlande à laquelle on va essayer de donner encore une touche de renouveau cette année-là. Est-ce que vous avez une idée des artistes qui sont présents cette non, année? Pas encore. On se penche. Vous ne pouvez pas nous dévoiler tout de suite? C'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on ne sait pas. On décide ça toujours en janvier, février. Parfait. Donc, on va s'y pencher bientôt. Bon, mais merci Aude Fournier de votre participation à l'émission. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci à vous.